Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Épisode 26. Sous emprise, décryptage des mécanismes de manipulation mentale. Je pensais que ce programme allait changer ma vie. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une histoire bouleversante, celle d'Elisabeth qui s'est retrouvée prise dans l'engrenage insidieux de ce qu'on pourrait qualifier de dérive sectaire à partir d'un simple et banal stage de développement personnel. Dans cet épisode, vous découvrirez pourquoi tout un chacun peut être vulnérable face à ces mécanismes d'emprise mentale. Nous allons explorer ensemble comment des méthodes habilement déguisées exploitent nos failles pour enfermer une personne dans une spirale de manipulation. Mon objectif avec cet épisode, il est simple, c'est vous aider à comprendre les rouages de ce processus pour mieux les identifier et surtout pour mieux vous en protéger. L'illusion du contrôle, comment le développement personnel peut mener à l'emprise mentale. Tout a commencé par une vidéo YouTube anodine. Elisabeth avait 38 ans quand tout a commencé. Une carrière prometteuse dans une grande entreprise. Mais qui dit grande entreprise dit aussi pression permanente. Entre les objectifs professionnels à atteindre, les responsabilités familiales, peu à peu, un sentiment diffus d'insatisfaction s'est installé. Je me sentais déconnectée de moi-même. Pourtant, de l'extérieur, sa vie paraissait trépidante et semblait tout à fait enviable. Mais malgré une vie tellement remplie, une perte de sens et un sentiment de vide la hantaient. C'est là qu'une vidéo intitulée « Découvrez la meilleure version de vous-même » a attiré son attention. Soit dit en passant, ce slogan de la meilleure version de soi-même m'horripile à chaque fois que je l'entends. C'est déjà difficile d'être soi tout court, alors pas besoin de courir après un idéal de soi. Bref, revenons-en à Elisabeth. J'ai cliqué, puis j'ai regardé une autre vidéo, et encore une autre. Et je suis rapidement tombée sur un homme qui se présentait comme coach de vie. Je cherchais des réponses et lui, il semblait les avoir, c'était un peu magique. Cette première vidéo l'a conduite à un webinaire gratuit. Le coach, charismatique et sûr de lui, parlait d'abondance, de libération émotionnelle et de potentiel illimité. Il proposait des solutions, somme toute assez simples, à des problèmes complexes. Et oui, c'est le retour des fameuses recettes. Et puis, poursuit Elisabeth, il y avait cette phrase qui revenait. L'investissement en soi-même est le meilleur cadeau que l'on puisse se faire. Elisabeth était séduite. Elle pensait être en de bonnes mains pour évoluer et se sortir de ses problématiques actuelles. Alors elle a sauté le pas en inscrivant son nom à une première formation payante. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce premier pas était l'entrée dans une mécanique d'engagement savamment orchestrée. Alors premier disclaimer, vous verrez que tout au long de cet épisode, les phrases de cette personne qui se présente comme coach ne sont pas forcément fausses. Effectivement, vous avez sûrement déjà tous fait des formations qui vous ont aidé à évoluer, vous êtes peut-être allé voir un psychothérapeute pour dépasser certaines difficultés. Ce sont à chaque fois des investissements sur soi qui sont bien sûr bénéfiques. Mais ce n'est pas la phrase, l'affirmation en soi qui est choquante, mais son utilisation à des fins de manipulation. Le besoin légitime, les failles et la vulnérabilité exploitée. Là encore, autre disclaimer, le développement personnel, ça n'est pas un mal en soi. Cependant, les promesses d'élévation et de transformation simplistes vont attirer des personnes en quête de sens ou traversant une période de fragilité. Et parmi ces personnes, il y en a qui sont véritablement souffrantes et qui ont besoin d'un soutien professionnel de type psychothérapie ou de consultation médicale spécialisée avec un psychiatre. Donc il ne faut pas tout mélanger. Mais revenons-en à Elisabeth.
J'avais des doutes sur ma vie professionnelle, ma place de maman. Je voulais me retrouver sans toutes ces charges à gérer au quotidien. Je voulais me reconnecter à moi-même. Pour les manipulateurs, ce type de vulnérabilité est une opportunité. En s'adressant directement aux besoins d'Elisabeth et en lui proposant une solution miracle, le piège s'est refermé sur elle avec une facilité et une fluidité déconcertantes. Alors là encore, vous allez me dire, c'est l'idée même du commerce et du marketing que de mettre en relief un besoin pour y répondre. Oui, seulement la différence ici, c'est que le besoin est souvent une vulnérabilité que le manipulateur tentera d'exploiter pour son propre compte, pour ses propres fins, pour son propre bénéfice, tout cela sans éthique, sans déontologie, et sans volonté d'aider véritablement la personne à traverser sa difficulté, ni de pouvoir la réorienter vers un professionnel du soin adapté à son besoin. Des promesses séduisantes, mais irréalistes. L'une des premières étapes de l'emprise est de convaincre la victime qu'elle est à un tournant de sa vie, mais que seule, elle n'arrivera pas à prendre les bonnes décisions. Le coach d'Elisabeth répétait « Vous avez tout en vous pour réussir, mais le monde vous a appris à vous limiter. Ma méthode est la clé pour débloquer votre potentiel. » Ces affirmations étaient souvent accompagnées d'histoires de réussite impressionnantes, mais rarement vérifiables, et créaient en définitive une vision simpliste du changement du style « Suivez mes étapes une par une et tout ira mieux ». Mais pour Elisabeth, cette promesse de changement presque immédiat et cette vision binaire, à savoir soit elle réussissait en suivant le programme, soit elle échouait en restant seule dans son statu quo, eh bien cette promesse était irrésistible. La pente glissante des engagements financiers et émotionnels. Ce premier programme était finalement relativement abordable financièrement. Mais il s'est révélé être la première étape d'une série sans fin. Elisabeth en parle ainsi. La première étape du programme était impressionnante. Des outils concrets, des exercices émotionnels intenses. Les bénéfices immédiats m'ont convaincue. Mais pour continuer à évoluer, on nous disait qu'il fallait poursuivre les stages. La deuxième étape était beaucoup plus coûteuse, mais présentée comme indispensable pour aller au bout du chemin. Alors, j'ai signé. Et chaque fois, on nous disait que si on n'avançait pas, c'était parce qu'on résistait au changement. C'est ici qu'Elisabeth s'est retrouvée piégée dans une spirale d'investissement émotionnel et financier, un classique des techniques de manipulation mentale. Attention, là encore, que ce soit en coaching ou en thérapie, oui, la résistance au changement existe, mais elle s'analyse. Il ne s'agit pas de renvoyer à la personne un culpabilisant « vous résistez au changement et point barre ». Non, le travail d'un thérapeute, ça va justement être de mettre au travail cette résistance, d'en faire prendre conscience, de l'analyser, de la transformer. C'est bien, encore une fois, le fait d'amener cette résistance comme un argument fallacieux et de faire miroiter une potentielle sortie de crise qui est pernicieux. Tout cela sans réorienter la personne vers un professionnel adapté ou alors sans travailler avec la personne pour qu'elle ait vraiment les moyens de s'en sortir. Si je résume, dans cette partie, on a vu plusieurs signaux d'alerte que je reliste ici pour qu'ils soient bien clairs pour vous, même si, vous verrez, on y reviendra dans la deuxième partie. Premièrement, la mise en place de ce qu'on appelle un culte de la personnalité du leader, avec l'idée qu'il est le seul à pouvoir répondre aux questions, aux demandes et aux attentes des personnes. C'est le fameux « vous n'y arriverez pas sans moi ». Deuxièmement, les recettes, des propositions simplistes qui ne peuvent pas être questionnées ou ayant pour toute réponse un « vous résistez au changement ». Troisièmement, la spirale d'engagement émotionnel, financière et de temps. Elisabeth avait rejoint ces programmes pour se libérer, mais peu à peu, elle y perdait son autonomie. Mécanisme d'emprise mentale, techniques et stratégies des manipulateurs. Au début, tout semblait normal. Puis peu à peu, j'ai perdu pied. Souvenez-vous que l'emprise mentale n'est jamais brutale. Elle se construit petit à petit, sur des mécanismes psychologiques subtils qui exploitent les vulnérabilités de la victime. Alors parfois, oui, ça peut aller vite, il suffit de quelques rendez-vous ou quelques stages.
mais souvent ça prend des semaines, voire des mois. Alors, voyons un peu comment les manipulateurs orchestrent ce contrôle, étape par étape. L'engagement progressif, la mécanique du pied dans la porte. Lorsqu'Elisabeth a accepté de participer à son premier séminaire, elle ne pensait pas s'engager dans ce qui allait être un véritable engrenage. Sous l'illusion d'une autonomie décisionnelle, elle ne réalisait pas que cet endoctrinement insidieux avait progressivement érodé son libre arbitre. Ce processus l'avait subtilement amené à un état de soumission où ses choix, loin d'être libres et éclairés, étaient en réalité le fruit d'une manipulation psychologique profonde. Le pied dans la porte, c'est une technique de persuasion psychologique qui repose sur un principe simple. Obtenir l'adhésion d'une personne en commençant par une toute petite requête facile à accepter. Et dans le cas d'Elisabeth, c'était le webinaire gratuit. La deuxième technique utilisée ici, c'est l'amorçage, qui peut être considéré comme une variante ou une extension de la technique du pied dans la porte. Son principe consiste à amener une personne à prendre une décision ou à adopter un comportement sans lui fournir toutes les informations nécessaires. Son objectif, c'est de créer une situation où l'individu s'engage dans une action initiale, apparemment anodine, qui servira de tremplin pour des demandes plus importantes par la suite. L'amorçage est surtout utilisé pour des situations qui demanderont plus d'étapes, un engagement plus long et plus complexe. Ces deux techniques ont en commun d'obtenir un engagement initial de faible ampleur pour faciliter des demandes plus importantes par la suite. Elles amènent donc les victimes à un engagement progressif en augmentant graduellement l'importance des demandes. Et puis aussi, bien sûr, elles exploitent nos biais cognitifs. D'une part, l'effet de gel, c'est-à-dire qu'une fois qu'une décision est prise, nous avons tendance à y adhérer et à nous y conformer, même si les circonstances changent. Et d'autre part, l'escalade d'engagement, c'est-à-dire que nous sommes enclins à persister dans la voie que nous avons choisie, dans l'espoir de finir par réussir un jour, même si elle semble vouée à l'échec. Le charisme du leader, une figure d'autorité incontestable. Le coach d'Elisabeth se présentait comme unique et indispensable. Il disait qu'il avait traversé des épreuves incroyables et qu'il était là pour nous guider. Il donnait l'impression qu'il nous comprenait mieux que personne. Ce culte de la personnalité est au cœur de l'emprise mentale. Le leader va manipuler le discours avec une aisance déconcertante, en faisant des simplifications excessives, donc là c'est les fameuses recettes, en distordant l'information ou en utilisant des injonctions paradoxales. Alors si vous ne savez pas ce que c'est une injonction paradoxale, je vous renvoie à l'épisode 22 du podcast, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Tout cela aboutit à une chose, installer chez la victime un état de confusion où ses repères vont peu à peu devenir de plus en plus flous. Et puis à cela se rajoutaient les sessions de groupe pour Elisabeth, qui pouvaient donner dans un premier temps une illusion d'efficacité vu la charge émotionnelle qui s'en dégageait, mais qui relevait plutôt, à mon sens, d'expériences hasardeuses menées par un apprenti sorcier. Voilà ce qu'elle en dit. L'une des méthodes les plus percutantes du coach était de mettre les participants face à leurs failles. En pratique, ça signifiait exposer tous nos traumatismes devant tout le monde. Une fois, après avoir raconté une expérience que j'avais vécue, une expérience douloureuse, le coach m'a dit « C'est pour ça que tu échoues. Tu n'as pas guéri cette blessure. » Je pleurais, terrassée, mais j'étais comme convaincue qu'il avait raison. Le leader devient donc une figure d'autorité incontestable qu'il conforte par ce type de phrase. « Sans moi, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. Les gens qui vous critiquent n'ont pas votre courage. » etc., etc. Et là, on arrive à la question de l'entourage. La rupture avec l'entourage, isolement et dépendance. Parce que rapidement, Elisabeth s'est éloignée de ses amis et de sa famille. Un jour, une de mes amies m'a dit « Elisabeth, tu sembles différente, je ne te reconnais plus. » Mais le coach m'avait prévenu. Les gens autour de vous ne comprendront pas votre transformation, ils essaieront de vous freiner. Alors, j'ai commencé à m'éloigner de cette amie, puis de ma famille aussi. Clairement, ils étaient considérés comme toxiques quand on en parlait dans mes groupes de stage de dev perso.
L'isolement est une stratégie clé. Il coupe la victime de ses repères habituels, la rendant entièrement dépendante du leader, du groupe, bref, des nouveaux points de repère qu'ils essayent de mettre en place. L'entourage peut être dénigré, comme on le voit ici quand il est dit que l'entourage peut freiner la transformation, ou carrément diabolisé, quand l'entourage est décrit comme toxique. Et souvent, plus on s'éloigne de son entourage, plus le temps investi dans le groupe, les stages, les séminaires en tout genre augmente. Les relations finissent par se limiter aux personnes fréquentant ces mêmes stages et séminaires. Tout cela alimentant le cercle vicieux de l'emprise. La manipulation par la culpabilité. Très vite, je me suis retrouvée engagée dans des séminaires de plusieurs jours, des appels hebdomadaires en ligne et des sortes de devoirs ou d'exercices à réaliser chez moi. Le groupe devenait ma nouvelle famille. Le coach était notre guide. Si je doutais, il me disait « Ces doutes montrent que tu résistes au changement ». Et si j'échouais, il me répondait « C'est ta faute, tu n'es pas assez engagé. Je vois bien que tu ne te donnes pas à 100%. » À force, j'étais épuisée, mais persuadée que le problème venait de moi. Cette culpabilisation constante détruit peu à peu l'estime de soi. Le leader ou gourou entretient toujours l'idée que sa méthode fonctionne, mais la victime finalement n'en est pas suffisamment digne parce qu'elle ne fait pas assez d'efforts. Cela mène à une perte de repères, une fatigue psychique, émotionnelle, des ruminations centrées sur le fait qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas comme il faudrait, et tout cela renforce in fine l'emprise du manipulateur. Sortir de l'ombre, identifier l'emprise et se reconstruire après une dérive sectaire. Pendant longtemps, je me suis menti à moi-même. Je me disais que ça allait marcher, que le problème venait de moi. Mais je sentais bien que quelque chose clochait. Sortir de l'emprise n'est jamais une décision impulsive. C'est un processus, lent et douloureux, souvent alimenté par des doutes, des incohérences, de la culpabilité et de la honte. La première étape, reconnaître les signes de l'emprise mentale. Avant de pouvoir sortir de l'emprise, avant de pouvoir agir, il faut déjà savoir et reconnaître qu'on est sous emprise. Mais cette prise de conscience est difficile car on l'a vu, le mécanisme d'emprise est insidieux. Et puis, lorsqu'on n'a plus ses amis, qu'on n'a plus sa famille, qu'on n'a plus personne sur qui s'appuyer et que nos repères ont été complètement brouillés, cela ne facilite pas le processus de prise de conscience. Les discours contradictoires et les promesses entretiennent un brouillard mental. On est dans un tel état de confusion que prendre des décisions et poser des limites s'avère un challenge en soi. Par ailleurs, on l'a vu, les victimes sont convaincues que leur échec est de leur propre responsabilité et sont à ce titre dévorées par une certaine culpabilité. Pour Elisabeth, le premier déclic est venu lorsqu'elle a vu un ancien membre dénoncer publiquement ce groupe. Ce jour-là, j'ai commencé à voir les choses différemment. J'ai repensé à tout ce qui n'allait pas. Les promesses non tenues, le fait qu'il nous demandait de mener une vie simple alors que lui, il vivait dans le luxe. Ces injonctions culpabilisantes pour pousser à payer encore davantage. Les séances de groupe dont je ressortais en pleurant systématiquement, qui me faisaient en définitive plus de mal que de bien. Alors voici en résumé les indices à surveiller qui peuvent vous aider à reconnaître un mécanisme d'emprise. Des contradictions dans le discours ou le comportement du leader. Un isolement progressif et une coupure avec l'entourage. Une perte de contrôle sur ses propres choix et une dépendance croissante au groupe. Un investissement en termes de temps de présence, et ça englobe aussi tous les exercices à faire en autonomie en dehors de la présence effective dans les stages et séminaires. Et puis, il y a aussi les investissements financiers disproportionnés. Et puis, d'un point de vue émotionnel, la culpabilité omniprésente face aux échecs, le sentiment de confusion et de brouillard mental. Les premières étapes de la libération, un processus intérieur. On l'a dit, sortir d'une emprise ne se fait pas d'un coup. Cela commence par un cheminement intérieur fait de doutes et de remise en question. La victime va commencer à repérer des contradictions dans le discours ou les actes du leader et réaliser peu à peu
que les résultats tant promis ne viennent pas. Et oui, les recettes simplistes ne sont pas si efficaces que ça. En clair, la victime réalise tout simplement que sa situation ne s'améliore pas, malgré tous les sacrifices qu'elle a pu faire. Investissement émotionnel, en temps, en argent, etc. Et puis toutes ces exigences, toutes ces demandes constantes d'investissement vont finir par épuiser la victime au sens propre comme au sens figuré. Comme le dit Elisabeth, j'en avais marre d'entendre les mêmes discours et de faire les mêmes exercices sans jamais voir de résultats concrets. La décision de partir, un acte de courage. Alors quand vous êtes peu à peu isolé, que vous n'avez plus d'appui extérieur, partir, c'est bien une épreuve à part entière. Se décider à partir, c'est une chose. Le faire réellement, c'en est une autre. Et il peut y avoir du temps, beaucoup de temps, entre cette prise de conscience et le départ effectif d'un tel groupe. Quand j'ai annoncé que j'arrêtais, on m'a dit que j'allais tout perdre, que je trahissais le groupe et mon propre développement. C'était cauchemardesque. Je ne savais plus si ce que je faisais était juste ou si c'était la bonne chose pour moi. Et oui, partir, c'est se heurter à un certain nombre d'obstacles. Le gourou va tenter de retenir la victime, et à ceci va s'ajouter la pression du groupe qui peut renvoyer de l'incompréhension ou carrément des accusations violentes. Il est déjà difficile en tant que victime de se rendre compte que tout ce dans quoi on s'est investi, tout ce dans quoi on croyait, n'était que mensonge et tromperie, mais en plus, il y a la peur de l'après. Parce que partir, ça signifie une rupture de contact avec cet entourage. Ça signifie se retrouver seul et parfois sans ressources financières. Ben oui, parce que quand la dérive sectaire a absorbé toutes les ressources financières de la victime, celle-ci peut se retrouver sans le sou. Un vide matériel et émotionnel donc. Mais parfois aussi, la peur de représailles. On n'a plus confiance en soi, on se sent abusé et trahi, on se voit dans l'après être seul et isolé, on ne sait plus vraiment qui l'on est sans le groupe, sans les préceptes ou la doctrine ressassée pendant des années. C'est un peu comme si notre propre identité s'était diluée dans le groupe. Tout ça peut bien évidemment retarder une sortie de telles dérives sectaires. Et c'est tout à fait compréhensible, tant la violence qu'un départ engendre chez la victime. Et puis je n'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a aussi de la honte. La honte de s'être fait abuser. Et croyez-moi, se faire ainsi manipuler, ça ne dépend ni du milieu socio-économique, ni du niveau d'éducation ou d'études, et il n'y a pas de profil type de victime. La victime a honte. Honte aussi de demander de l'aide, par peur du jugement, peur de ce qu'on pourra dire de sa situation. Parce qu'elle, la victime, elle ne se pardonne pas d'avoir été ainsi manipulée. Le rôle des soutiens extérieurs. Je pensais que quitter le groupe suffirait, mais en réalité, ce n'était que le début du travail. Après une expérience d'emprise mentale, comme celle d'Elisabeth, la reconstruction est un processus complexe et long. Les victimes doivent non seulement surmonter leur traumatisme, mais aussi réapprendre à vivre de manière autonome, en réapprivoisant leur fonctionnement psychique et ce qui fonde leur identité. Les proches, ceux qui sont restés, même si les liens se sont distendus et éloignés, jouent alors un rôle essentiel. Les professionnels fiables, psychologues, psychiatres et associations telles que la Mivilude peuvent aider à démêler les mécanismes de manipulation et à reprendre confiance. Alors je ne développerai pas plus loin ici parce que l'épisode est déjà un peu long, mais si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part via les réseaux ou par mail. Je pourrais faire un épisode spécial sur la question de comment se reconstruire après une emprise dans le cadre de dérives sectaires. Conclusion. Le phénomène des dérives sectaires, ça ne concerne pas seulement les groupements religieux. Ça peut toucher les sphères de la santé, du développement personnel, de l'économie, etc. C'est un phénomène en croissance qui a doublé en moins de 10 ans, alors que les fonds dédiés à la lutte contre ces dérives diminuent. N'oubliez pas que la dérive sectaire commence à 2 personnes, et c'est bien la nature de la relation d'emprise qui crée la dérive. Grâce à l'histoire d'Elisabeth, on a vu que cette emprise ne cible pas un profil particulier, mais elle s'insinue là où des besoins
humains légitimes apparaissent, comme la quête de sens, de reconnaissance ou la quête de sérénité. C'est un phénomène complexe parce que la personne ne s'en rend pas compte au départ, c'est insidieux. Ce processus s'inscrit dans la durée et la victime participe malheureusement malgré elle à son préjudice, et c'est là toute la complexité du lien d'emprise, ce qui aboutit à la honte, la culpabilité qu'on a pu évoquer. Dans tous les cas, si vous êtes un proche d'une personne qui vous semble sous emprise, rappelez-vous que le temps pour pouvoir se désengager est long. Ce désengagement est violent pour la victime, et en tant qu'entourage, il est nécessaire d'être attentif à ne pas la brutaliser. Je vous rappelle aussi que tout le monde peut saisir la Miviludes dans le cadre d'un signalement, et que leur site internet offre pas mal d'informations sur le sujet. Alors si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager comme d'habitude avec des personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet, ou à le partager sur Instagram en taguant mon compte mon.introspection. Bien sûr, comme pour chaque épisode, j'attends vos retours, vos réactions et vos commentaires. Si vous voulez aller plus loin et découvrir d'autres témoignages de victimes de dérives sectaires, je vous conseille ces 2 épisodes de podcast de Méta de Choc, Yoga, super pouvoir et secte sexuelle, et Une vie en anthroposophie. En termes de livres, je vous recommande Le nouveau péril sectaire de Jean-Loup Adenor et Timothée de Roglaudre, qui offre un panorama de la diversité des mouvements et doctrines qui existent, et qui aborde aussi le financement de la lutte contre ces dérives et le rôle, parfois sombre, de certaines élites politico-financières qui peuvent afficher une certaine complaisance à l'égard de ce type de mouvement. Et bien sûr, en termes de site internet, je l'ai évoqué à plusieurs reprises dans l'épisode, il y a le site de la Miviludes. Voilà pour les quelques références bibliographiques. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.